Bonjour. Hi everybody. Littéralement, bonjour chaque corps. Corps 8, corps 12, corps 144. Et c'est une forme particulièrement inclusive, il faut le rappeler. Donc, je suis associé aujourd'hui avec Thomas dans cet échange, je veux dire, sur cette boucle qui ne se boucle pas, mais qui reste ouverte à autre chose, après 16 interventions, je crois, de duo, comme ça. Et nous allons parler, entre autres, de graphisme et de graphic design, mais on va l'élargir le maximum, j'espère, et lui donner une autre dimension, sachant que les mots n'ont pas d'échelle. Allons-y. Bonjour à tous. Bonjour Michel. Je suis très content d'être là pour discuter avec toi. C'est à l'initiative du CAPC. Il se trouve que j'ai grandi à Bordeaux et j'ai grandi avec les affiches et l'univers visuel du CAPC comme unique référence de design graphique pendant longtemps. Je pense que ça a pas mal infusé dans ma pratique, plus ou moins visiblement. Mais du coup, j'étais très curieux de t'entendre parler de ce qu'était cette identité, de comment elle était née et comment en fait ça a été possible, parce qu'aujourd'hui ça paraît un tour de force de faire une identité de cette qualité-là pour une institution culturelle française. En quelques mots, je vais parler de manière un peu chronologique, mais c'est pas ce qui me préoccupe. 73, donc j'étais là pour regarder ailleurs, où j'ai pensé la communication visuelle, et je finissais mes études à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, et je ne connaissais pas le design graphique, vraiment absolument pas. J'étais aux Beaux-Arts pour ce qu'on appelait le fine arts, enfin les Beaux-Arts, donc j'avais des pratiques picturales. Bon, c'était l'après 68, donc ça commençait à s'ouvrir enfin sur autre chose, le Bauhaus et tout ça, mais on était quand même dans une forme archaïque, je dirais, de l'enseignement de l'art. Et donc, moi, j'ai eu une approche visuelle par le biais de l'observation des peintures, des compositions de tableaux, des choses tout à fait aujourd'hui qui paraissent... bon, disons qu'on les appréhende autrement. Regardez ailleurs, donc je bricole, parce que là, Jean-Louis Froment était prof aux Beaux-Arts de Bordeaux, et il y avait on sentait, moi, il y avait un attachement pour toutes les formes graphiques liées à la presse, à l'édition, tout ça, mais d'une manière tout à fait intuitive. Il n'y avait pas de maîtrise ni de compréhension, je dirais, formelle. C'était une intuition. Et il me dit, écoute, j'aimerais qu'on bosse ensemble et qu'on fasse... que tu fasses l'affiche, le catalogue, les invitations, toutes ces histoires. Donc, j'ai passé 3 mois avec des amis, d'ailleurs, qui m'ont aidé à faire des maquettes, mais vraiment bricoler. Alors, c'est là, on va parler un peu de l'ingénieur et du bricoleur, mais à bricoler une maquette assez précise de cette communication par le biais de calculs absolument improbables où, par exemple, je ne savais pas que pour réduire l'échelle d'une image à une maquette, on traçait une diagonale. Et on avait immédiatement le rapport d'échelle agrandi ou réduit. Donc on faisait des règles de 3 avec des amis, passer des nuits, une équation à une inconnue, pour savoir comment l'image de Claude Viala ou de Gina Pan va être réduite à 5 cm. C'était vraiment... Et très drôle en même temps, rétrospectivement, c'était assez marrant. Bon, ça s'épuise, cette histoire, et je faisais ça, moi, un peu comme en dilettante, et ce que j'ai continué à faire d'une autre manière. Après, il se passe autre chose en 77, donc j'étais avec Froment, Michel Bourrel, que je tiens aussi à saluer, parce que vraiment, il était très présent, et ça a duré, je veux dire, dans une histoire de l'art minimal, et de nuit à danser sur Wilson Pickett, par exemple. C'est des choses qui sont des fois non dites, mais qui vont avec. Voilà. Donc il faut faire avec le travail, la dimension professionnelle, mais aussi la nuit qu'on a passée la veille. Juste une parenthèse pour dire que
la mémoire se réinvente chaque jour. Donc aujourd'hui, nous sommes le 24 septembre 2023. Voilà. Rappelle-moi, oui, je finis mon espèce de chronologie. 77, là, il se passe un truc assez fort, c'est que le CAPC existe, et il a une forme physique dans l'espace, tout ça. Il faut trouver des moyens de communication rapides, simples et peu coûteux d'une certaine manière. Donc l'utilisation de la machine à écrire IBM à boules, c'était un truc extraordinaire. On changeait les polices en changeant des boules qui étaient sur les machines à écrire, et ça donnait une homogénéité à la frappe machine. Enfin, il y avait une vraie intelligence dans la lisibilité, et en même temps, elle était conviviale, c'est-à-dire que cette frappe machine, elle s'adressait à l'autre. C'est un peu comme cette communication interpersonnelle qu'on a avec le peer-to-peer. C'était vraiment quelque chose de... On avait choisi une light italique, un caractère qui est vraiment une courbe, comme ça, qui rendait une dynamique, mais aussi une fragilité. Donc on a tout fait avec la light italique d'IBM, que ça soit le logo à l'époque, même si c'était juste un peu engraissé, et toute la frappe des textes, des catalogues, était faite avec cette machine. On ne passait pas par des boîtes de photocomposition comme la chaîne classique du design graphique. Et en 84, alors c'est là où ça bascule vers autre chose, c'est-à-dire que cette dynamique, je dirais, un peu plus intimiste du début du CAPC fait la rencontre avec cette idée du musée, et il fallait lui donner une assise en quelque sorte. Et là, Jean-Louis dit il réfléchit à cette histoire et le pense un peu comme une autre manière d'aborder l'identité visuelle, sous la forme qui n'était pas d'un logo. Il ne voulait pas de logo, et en même temps, il était happé par, évidemment, la dimension internationale, et il voulait que ça soit reconnu, je veux dire, immédiatement. Et là, il fait appel à une boîte qui s'appelle Total Design, à Amsterdam, qui était vraiment la crème de la crème à l'époque. En 84, il faisait absolument tout. C'était l'annuaire hollandais, c'était pour des entreprises. Oui, pour la police, la poste, c'était vraiment... Et moi, ce mot de total design, déjà me faisait un peu flipper. Cette idée de totalité, je veux dire, bon, évidemment qu'on peut l'entendre autrement, mais l'idée d'un design total comme ça, avec une forme d'autorité, alors qu'ils faisaient des trucs formidables, notamment, il y a un petit livre d'anthologie où la découpe simplement de leurs livres était légèrement biseauté de manière à ce que le livre sorte de votre bibliothèque. Il penchait vers vous, sans voir ce que c'était, mais c'était un bouquin qui sortait du rayonnage. Donc vraiment, truc très inventif, très fort. Mais la personne qui pilotait ça, c'était Wim Kruvel, donc qui est devenu le pape, un peu comme Vignelli. Et à l'opposé de ça, il y avait Jan van Toorn, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Donc, moi, ma position, c'était de dire, OK, on va chercher autre chose que le logo, et on va imaginer que la fluidité, que l'échange de tout ce qui se passe dans l'espace du musée transite par un caractère typographique qui était l'univers. Et l'univers, à un moment, on a dit, enfin, c'était dans un échange très informel, toujours brainstorming, mais pas planifié avec des paperboards. C'était vraiment, on écrivait 3 bricoles, on déconnait. Et je dis à Jean-Louis, notre logo, c'est l'univers. Et là, c'est une épiphanie. Enfin, vraiment, il y a eu un truc qui s'est passé. Et on a après dealé ça avec Total Design. Bon, la question, c'est pas la paternité, c'est la dynamique et l'intelligence d'un propos qui s'invente à plusieurs. Voilà. Dans cette première ébauche d'identité basée sur la machine à écrire, il y a cette idée de l'outil, évidemment, dont vous serviez pour produire. Le choix, après, du caractère de l'univers, c'est aussi un peu, bon, aujourd'hui, en tout cas, perçu comme un non-choix. Les sans-sérifs classiques... Et bon, après, c'est quelque chose que nous, on a repris dans la nouvelle identité, en prenant une Helvetica qui est ni plus ni moins qu'une autre... Enfin, que seuls des spécialistes vont savoir différencier l'univers, et encore, je ne suis pas toujours sûr d'y arriver. Mais il y a cette question d'une part, de ne pas avoir de logo, mais de ne pas vraiment avoir de caractère typographique non plus.
Et du coup, ce truc de notre logo, c'est l'univers, prend une place particulièrement forte. Mais ce qui m'a toujours étonné là-dedans, c'est que c'est de l'ordre d'un slogan. Le slogan, c'est la publicité. Et je trouve ça un peu incongru, la place de ce slogan. Ouais, c'était une position bizarre, parce que bon, le monde de la pub, on en connaît les règles, enfin, on sait ce que c'est, et puis c'est surtout fondé sur des budgets, sur l'idée de produit, enfin, de consommation. Et là, on était dans le champ culturel. Alors, qu'est-ce que ça vient foutre, ce langage publicitaire, entre guillemets? Mais il faut arrêter de segmenter les choses. Moi, je crois beaucoup à des pratiques, je dis crossover, mais en français, c'est tout simplement coupe à travers champ. Hein. C'est-à-dire, il faut mixer, il ne faut pas avoir peur de se frotter à ces univers qui nous paraissent à l'époque hostiles et peut-être d'une manière assez radicale. Je veux dire, il y avait, si je reprends par exemple notre logo, c'est l'univers, comme étant un argument publicitaire, aujourd'hui, si on devait le mettre dans une actualité, je veux dire, on enlèverait peut-être la référence typographique à univers, de caractère qui ressemble à une Helvetica, mais il faudrait le recycler, par exemple. Moi, je pensais ce matin, je me suis dit, qu'est-ce que ça pourrait être aujourd'hui, notre logo, c'est l'univers, et je me disais, c'est peut-être super pour les soulèvements de la Terre, par exemple, sans que l'univers soit un caractère, enfin, que ça soit une police de caractère, que ça reste simplement, voilà, notre logo, c'est l'univers. Ok, on recycle les choses, allons-y. Et quant à notre logo, c'est l'univers pour le CAPC, si on cherchait aussi une traduction très contemporaine de ça, et je pensais notre ego, c'est l'univers. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Je veux dire, ça contient, en gros, les contradictions avec lesquelles on vit aujourd'hui. Hein. Donc voilà, c'est des digressions, mais c'est comme ça que je pense, et donc ça m'anime. Dans l'identité visuelle, il y a forcément la question de l'identité. Et quand on s'est parlé il y a quelques jours, et tu m'as envoyé une liste de mots, dans lequel il y avait notamment le nom de Preciado qui sortait. Ouais. Et j'étais un peu curieux de ce lien. Oui, bon, Paul Preciado, c'est marrant parce que nous, on l'a rencontré à Barcelone, on parlait du MACBA tout à l'heure, et avec Danielle Colomine, qui bosse avec moi, elle était là-bas, moi j'étais encore prof aux Beaux-Arts de Bordeaux, et j'allais souvent à Barcelone, et Paul Preciado, enfin Paul B. Preciado, avait créé un séminaire là-bas, incroyable, qui s'appelait « Décoloniser le musée ». Daniel y allait participer à toutes ces histoires. Et ce qui était extraordinaire, c'était le public du MACBA, où on avait toute la faune qui gravitait autour du MACBA. Donc vraiment, c'était pas, je veux dire, segmenté en termes... bon, il y avait les gens, évidemment, qui étaient inscrits au séminaire, mais il y avait une ouverture vers les autres. Alors là, je vous assure, le nombre de putes qui étaient là, avec des gens qui venaient d'un autre monde. Tout le monde était dans ce moment d'échange et de convivialité. Et on a retrouvé... on a fait une expo avec Pedro Romero et Paul Preciado autour du flamenco à Barcelone. On était invité pour ça. Et on l'a retrouvé ici au CAPC pour une conférence qui était très stimulante aussi, je pense, pour ceux qui étaient là. Hein, bon, je clôt cette... Mais bon... C'est des personnes qui font que les lignes bougent et nous encouragent à casser ces schémas d'enfermement, je dirais, dans des trucs épuisants, quoi. Voilà. Si je reviens sur la question des outils, il y a eu plusieurs périodes, vu que ton travail sur l'identité s'est quand même déroulé sur une assez longue période. Et les outils ont particulièrement évolué à ce moment-là, parce qu'il y a toute l'arrivée notamment de l'ordinateur, et voilà. Et d'un côté, ce qui m'étonne aussi, c'est que tu ne sois pas allé plus vers l'ordinateur et vers toute cette école, notamment californienne,
qui se sont servis de ces outils-là pour complètement exploser les normes. Bien sûr, bon, j'étais très attentif à ces histoires, mais j'ai une espèce, enfin pas d'allergie, mais de... Moi, le print, enfin la chose imprimée, cette relation physique à l'objet, m'a toujours fasciné et continue à me fasciner. Et au moment où apparaît le Mac, enfin 1984 en gros, bon, j'étais à Los Angeles à ce moment-là, et il y a une revue qui est née. Nous, on faisait un numéro de 4 taxis sur Los Angeles. Et Émigré apparaît aussi, Émigre, pardon, le magazine de typographie, mais élargi aussi, apparaît. Et ce qui est fascinant aussi dans ce moment-là, c'est comment la déconstruction s'affiche au compteur. En gros, c'est aussi MTV, c'est tout ce qui fait que ça bouge. Et David Carson, qui est venu ici pour Arc en rêve, hein, je le rappelle, quelques années après, faisait la maquette d'un magazine qui s'appelait Reagan Magazine. Et c'était absolument extraordinaire. Cette manière de crypter l'image et la typographie était renversante et était née avec l'ordinateur. Hein. C'était, en gros, pour vous résumer la chose, mais c'était des images où il y avait une confusion typographique entre typo et image. Bon, vous avez tous vu ou entendu parler d'MTV. C'est cette écriture MTV où une espèce de marshmallow de l'image et du texte, où les choses ne sont pas dissociées et où comment dire, c'est un peu comme un pain au raisin, quoi. Hein, vous avez du pain et du raisin dans la même, voilà. Hein, juste pour, et ça, c'est vraiment un truc. Bon, et je n'ai pas couru après, c'est-à-dire que je pensais que cette notion de déconstruction et de calque, ou enfin cet affichage du processus et de la manière de montrer des images, j'étais toujours dans cette dissociation de l'image et du texte. J'ai toujours aimé les légendes au bas des images, caption et l'image nue. Voilà. Et vous devez travailler sur cette relation image-texte. Ouais. Non, mais je sais par exemple que tu as été enseignant aux Beaux-Arts de Bordeaux, que tu as eu pas mal de graphistes qui sont passés par tes classes, notamment, je ne sais pas si tu étais dans ta classe, mais Franck Talon qui a été ton... Oui, Franck, oui, il est passé, mais... Pas enseignant, ouais. Voilà, son premier stage. Et je lui ai montré à quel point j'étais ignorant du professionnalisme. Mais ce qui était marrant... Et non, ce qui était... j'ai bossé effectivement aux Beaux-Arts de Bordeaux, pas comme graphiste. Hein. C'était un atelier qui s'appelait Pensée nomade, choses imprimées, qu'on a créé, qui est lié à la dynamique qui est née ici. C'est-à-dire, le CAPC, en fait, c'est un lieu d'émancipation. Vraiment... Qui vous donne une pêche d'enfer. Et bon, c'est la même chose avec Sigma. Moi, ce que m'a enseigné le CAPC, c'est cette idée de fous le camp et change le monde. C'était là je parle en 60, enfin vraiment au tout début. Alors, fous le camp, ça je l'ai mis en œuvre, vraiment. Change le monde, j'essaie péniblement, à la mesure j'essaie de voter chaque jour, disons. Hein, voilà. Restons modestes là-dessus. Par contre, foutre le camp, c'est essentiel, je veux dire, dans une pratique, quelle qu'elle soit, être confronté à l'autre. Hein, l'altérité, c'est pas que une communauté d'artistes, je ne sais quoi. Et ça, on l'a entendu, je veux dire. Et on l'entend encore, parce que, je ne sais plus, j'avais entendu tout à l'heure ce mot de « occuper la nef », je veux dire, ça ne tient pas debout. L'idée, c'est d'ouvrir des espaces. Hein, Hans Ulrich Obrist disait ça en 80 ou 90. L'artiste aujourd'hui n'est plus propriétaire d'un territoire ou d'une signature, de je ne sais quoi. Il faut créer des relations. Et là aussi, le travail de Nicolas Bourriaud a été déterminant. Par exemple, aux Beaux-Arts de Bordeaux, les gens qui ont bossé à Trafic, aujourd'hui, sont là et ils sont ailleurs. Ils sont dans une activité de relation aux autres. Et aussi, c'est peut-être pour ça que... le numérique m'a un peu, tu vois, j'aime cette idée de, il y a le monde que l'on pense et celui que l'on heurte, et il faut faire avec ça.
il n'y a pas que les écrans plats qui nous, même s'ils sont de plus en plus autoritaires. Mais du coup, quand je vois ce que Franck a pu faire après, et d'ailleurs, je crois assez, lui, assez influencé par Émigré, etc. Je vois bien aussi qu'il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de dogme chez toi. Il n'y a pas de, en tout cas, pas. Non, il ne s'agit pas de modéliser, hein, surtout pas. Et d'ailleurs, dans la pratique de l'atelier nomade là, pendant 25 ans, je veux dire, les étudiants qui venaient, ils faisaient de la photo, du design, des performances, tout ça. Et pendant 6 semaines, et puis à la fin du séjour, il fallait monter un truc ensemble. Et définir le lieu, trouver des formes, imprimer un truc. C'était un casse-tête. Je pense par exemple à New York avec Marussia Rubeck qui était là hier soir, ou Nicolas Millet. Je veux dire, ces querelles d'ego extraordinaires qui faisaient qu'à un moment, il fallait se mettre d'accord sur un moment, un lieu et une forme. Hein, donc un flyer à tomber le matin pour le soir. Enfin, tout ça, c'est une dynamique, c'est quelque chose qui est en mouvement et qui est essentiel pour nos histoires. Je ne sais pas quel est le timing, mais enfin, il nous reste 8 minutes. Juste, ouais. Je voulais dire quelque chose qui me semble essentiel, mais que j'aurais du mal à synthétiser, donc je vais vous le dire, il y a 10 lignes. Hein. Mais c'est Joan Didion qui parle d'image mentale. Elle dit, je vous lis ce petit texte, parce que je mettais comme surtitre à ça image scintillante. Et ce mot de scintillement, je trouve, il fait écho à tout ce qu'on a vécu pendant ces 3 jours et qui, j'espère, vont perdurer. Quand je parle d'image mentale, je parle, pour être très précise, d'image dont le pourtour scintille. Il y avait autrefois dans les livres de psychologie les plus élémentaires une illustration montrant un chat dessiné par un patient à divers stades de la schizophrénie. Ce chat était entouré d'un halo scintillant. On voyait la structure moléculaire des contours du chat se décomposer. Le chat devenait le décor et le décor le chat. Tout entrait en interaction, s'entremêlait. Les gens sous hallucinogènes décrivent une perception des objets similaires. Je ne suis pas schizophrène, je ne prends pas de dope, enfin le dit autrement, mais certaines images scintillent bel et bien pour moi. Regardez attentivement et ce scintillement ne pourra pas vous échapper. Il est là, vous ne pouvez pas arrêter de penser à ces images qui scintillent. Vous les laissez tranquillement venir et se développer. Vous ne faites aucun bruit, vous ne parlez pas à beaucoup de gens, vous empêchez votre système nerveux de provoquer un court-circuit et vous essayez de localiser le chat dans le scintillement, la grand-mère dans l'image. C'est un truc superbe. Vraiment, bon, après, il y a une digression sur la notion de grand-mère. On parle de fabrique de l'image, mais ce scintillement, moi, je l'ai ressenti, et notamment à travers votre affiche, là, des 50 ans. Et il y a un scintillement qui est de l'ordre de l'architecture, de l'ordre du flot de la Garonne, là, qui est tout près de nous, ces reflets du soleil. Il y a quelque chose qui est vraiment synchrone avec ce qu'on vit. Voilà, il y a quelque chose là. Je t'envoie vraiment cette balle, mais je trouve qu'elle reflète parfaitement une approche contemporaine hein, de l'image. Regardez par exemple la couverture du livre là, qui vient d'être publié. Hein. Vous avez cet effet de scintillement sur la typographie. Le scintillement, vous l'avez aussi la nuit dernière. Bon, ça passe partout, et ça passe notamment par le numérique, mais pas exclusivement. Je veux dire, il y a la dimension physique du scintillement. Et une chose, puisqu'on nous reste peu de temps, qu'on n'a pas dit, mais ce mot hallucinogène, je veux dire, il faut quand même gratter un peu derrière tout ça. Et les images sont pas seulement... Enfin, il y a une dope qui est extraordinaire, qui s'appelle la dopamine, hein, que tout le monde a, qui est gratos, et qu'il faut cultiver. Et là, je n'essaie pas de faire des clivages ou dire ça, non. Les dopes en général, mais il y en a une qu'on a tous, qui est la dopamine, hein, cette espèce de molécule, je crois, du plaisir et du cerveau, hein, qui peut être dangereuse, parce que ça peut effectivement rendre dingue et addictif, mais je crois qu'elle est au travail tous les jours et c'est à vous de la cultiver et elle est gratos. Et bon, voilà. Juste une parenthèse sur ces notions de... voilà. Parce que
avec 4 taxis, donc le magazine qu'on a fait, on avait fait un numéro qui s'appelait Nature morte de la police et qui était une compilation de photos de prise de drogue par la police à travers le monde. Avec Marc Brucker, on avait fait ça. Et c'est extraordinaire comment la photogénie du toxique, c'est-à-dire comment cette compilation d'images dont on ne sait pas à quoi elles servent, où on voit des policiers qui posent devant, je sais pas, une tonne de je ne sais quoi ou 20 grammes d'autre chose, il y a quelque chose de l'ordre du géopolitique entre l'imagerie américaine de Starkey et Hutch qui posent devant leur truc, puis dans les pays d'Asie du Sud-Est, c'est vraiment des images de 72 des pays où le pauvre gars avec sa dope qui est pris sur une petite table. Il y a une intelligence d'observation de ces images à développer. Fin de la parenthèse autour de évidence, nature morte de la police. Parce que les policiers, mine de rien, s'attachent aussi à faire des images composées. Il y a vraiment un travail là qui est sous-jacent, qui a rarement été observé ou nommé comme étant aussi une forme d'art, j'ose dire. Il y a aussi peut-être le côté vernaculaire de l'art policier qui t'intéresse. Oui, alors pareil, l'histoire du vernaculaire et par exemple l'Helvetica, tu vois, cette espèce d'hostilité affichée, bon, faut faire avec. Il y a toujours le traitement de l'un par l'autre. 84, quand le MoMA a fait cette expo High and Low, vous savez, comment sous-culture, culture élitiste, je ne sais quoi. En fait, c'est un faux problème. On sait très bien que c'est constamment un traitement de l'un par l'autre. Et c'est ce va-et-vient entre... Pour moi, le vernaculaire est fascinant. Au Mexique ou à LA, ou même ici, je veux dire, au quartier Saint-Michel, on voit une influence des écritures arabes qu'on a rencontrées à Séville avec les ateliers qu'on faisait là-bas. Et quand on demandait aux étudiants quels sont les signes étranges que vous percevez, ils ne les voyaient pas parce qu'ils étaient à Bordeaux. Une fois qu'ils étaient à Séville, ils disaient « Ah ouais, à Saint-Michel, c'est bizarre la manière dont ils écrivaient des trucs. » Donc, tout ça, ce mouvement, cette intelligence des signes qui naît simplement par l'observation, il faut vraiment la privilégier. Et c'est ça l'éducation. Il faut que la typographie, mais au-delà de ça, soit enseignée dans les écoles primaires, pas qu'aux Beaux-Arts. Je veux dire, dans les tout petites formations. C'est là où il y a un b.a.-ba de l'idiosyncrasie. Enfin, comment on bricole des choses et qu'on invente des mondes. Mais est-ce que pour autant, quand tu travaillais sur l'identité du CAPC, la question de laisser la place à la programmation était là, ou c'était plutôt vraiment tourné vers les moyens et l'ambiance du moment? Il fallait respecter évidemment l'œuvre de l'artiste, il me semble essentiel. On n'est pas là pour la détourner, mais il y avait quand même cette idée de d'une appropriation, peut-être. Oui, c'est toujours ce débat entre Wim Kruvel qui veut garder une forme de neutralité. Le design graphique, c'est un conteneur et tout défile devant vous. En fait, vous êtes dans le train, vous voyez passer des expos et c'est un peu raide, quoi. Et à l'inverse de ça, il y avait Jan van Toorn, qui était aussi un graphiste hollandais, qui pensait qu'il y avait une implication sociale. Le graphiste avait un rôle d'implication. Il modifiait des choses, il faisait des choix, il taillait dedans. Et il y a eu un débat terrible, pas terrible, passionnant, entre les deux. Un combat, oui. Un combat, ouais. Wim Kruvel, évidemment, il a laissé des traces, même pour moi, tu vois. Mais moi, j'ai toujours un attachement particulier au vernaculaire et à ces formes d'amateurisme ou de bricolage essentielles à la vie. Voilà. Mais je trouve qu'on peut on peut avoir ce propos-là sur le design graphique en ayant des formes empruntées de l'autre. C'est ça qui est toujours étonnant. Ouais. Et la publicité aujourd'hui, alors peut-être c'est pas peut-être plus très vrai, mais pendant une période en tout cas, empruntait plus à Jan van Toorn dans la forme et inversement. Et c'est quand même étonnant. Oui. Bon, c'est un va-et-vient constant aussi, il y a des effets cycliques. On sait très bien qu'à un moment, il y a une forme d'épuisement. Quand tout le monde a vu des images en couleur, on en a ras-le-bol, donc l'image en noir et blanc s'impose.